Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment on peut mettre en œuvre la notion d'itération sur une liste simple. Dans la vidéo précédente, nous avions essentiellement travaillé avec la notion de maillon et de pointeur vers des maillons qui pointaient vers les maillons suivants, etc. Et nous avions fini en disant que c'était un peu gênant de travailler avec un pointeur vers le premier maillon, que ce serait sympa de pouvoir encapsuler cela dans une classe liste simple qui gérerait ce pointeur vers le premier maillon, et c'est ce qu'on avait ici. Maintenant, on se pose quelques questions. Dans cette classe encapsulée, est-ce que l'attribut premier, est-ce qu'il doit être public ou privé? Alors, dans l'état actuel des choses, il doit être public, parce que si vous vous souvenez de la fonction de parcours, par exemple, on initialisait notre maillon courant avec premier, et puis on passait au maillon suivant, au maillon suivant, au maillon suivant. Mais on pourrait essayer de le rendre privé et voir ce que cela implique. La deuxième question, c'est est-ce que la notion même de maillon doit-elle être publique ou privée? Finalement, le fait qu'on utilise une structure maillon, c'est un détail d'implémentation du concept de liste simple. Est-ce qu'on ne peut pas aussi cacher cela? Alors, on va résoudre ce problème en deux étapes. Et à la première étape, on va essentiellement cacher le fonctionnement interne de la structure maillon. Donc même si notre code externe pourra accéder au pointeur vers des maillons, aucun élément du code externe n'accédera aux attributs de maillon, donc ni à suivant ni à valeur. Et d'autre part, aucun code externe n'accédera directement au pointeur premier. Alors, comment faire ça? On peut le faire en itérant avec des fonctions. Donc, on a toujours notre classe liste simple, et on va y ajouter un certain nombre de fonctions. On aura une fonction de début qui, alors ça peut être une méthode de la classe list, ou ça peut être une fonction externe éventuellement qui serait amie, mais dans tous les cas, c'est une fonction qui nous permet d'accéder au premier élément en lecture. Une fonction fin, qui nous permet de savoir quand on arrive à la fin. Et en gros, on arrive à la fin d'une liste chaînée, simplement chaînée, quand on arrive à un pointeur nul, donc c'est ça qu'elle nous renvoie. Et enfin, une liste suivante, qui, quand elle reçoit un maillon en paramètre, nous fournit le maillon suivant directement. Alors c'est une manière de cacher le fait qu'en interne, on utilise l'attribut suivant pour passer à l'élément suivant. Ça nous permet de naviguer dans la liste. Ça nous permettra notamment de partir de début, de faire suivant, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, tout en n'accédant pas directement à l'attribut premier de liste simple, et en n'accédant pas directement à l'attribut suivant de la structure maillon. Et finalement, on doit aussi gérer l'accès à l'attribut valeur de notre structure maillon. Et donc, on aurait une fonction lire qui permet de lire cette valeur, et une fonction écrire qui permettrait d'écrire une valeur dans cette fonction. Alors en C++, on utiliserait plutôt un opérateur étoile qui permettrait de lire et d'écrire, puisqu'il renverrait une référence à la valeur. Une fois qu'on a écrit ces fonctions début, fin, suivant, lire et écrire, ça nous permet de réécrire une fonction telle que ôter-répétition, que nous avions écrit dans la fonction précédente, et qui prenait un pointeur sur un maillon en entrée, et on peut la réécrire pour qu'elle prenne une liste simple en entrée, et qu'à aucun moment on accède à la partie interne de la structure maillon. Alors, m égale premier, on peut le remplacer par m, c'est début de la liste. Tant que m n'est pas un pointeur nul, on le remplace par tant que m n'est pas à la fin de la liste. Si le suivant n'est pas nul et que les deux valeurs sont égales, ça se remplace par le suivant, on va l'appeler n. Et tant que n ne vaut pas la fin de n et que lire m ou n donne la même valeur, eh bien on va effacer. Et sinon, on passe au suivant directement. Donc là, on a écrit exactement le même code, mais par contre, on cache beaucoup plus la structure interne de la liste, puisqu'on n'accède pas à son attribut premier, mais via une fonction de début. On n'accède pas au fait que la fin de la liste est représentée par un pointeur nul, mais via une fonction fin. Et on ne sait pas que pour passer à l'élément suivant, il faut accéder à l'attribut suivant, mais c'est caché par une fonction suivante. Alors voyons un autre exemple d'utilisation de cette fonction, la fonction supprimer valeur, qui donc prend en entrée une liste chaînée et retire tous les éléments qui ont une certaine valeur, ici 0.
Alors, comment est-ce qu'on l'écrit? Donc, on a notre fonction supprimer valeur qui reçoit une liste en entrée qui va modifier, et puis la valeur v à supprimer. On va parcourir cette liste, donc on commence au début de la liste. Tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste, n c'est l'élément suivant. Et puis, si cet élément suivant n'est pas la fin de la liste et que la valeur qu'on y lit est bien la valeur v, eh bien, on efface derrière l'élément courant. Donc, on peut toujours effacer derrière un élément, hein, c'était une des choses qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Et donc, on efface derrière m, donc on efface le maillon n. Sinon, on fait avancer m à l'élément suivant qui est n. Alors ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si on essaye avec une autre valeur, par exemple ici, si on veut supprimer la valeur 2 et qu'on voit le résultat, eh bien on voit qu'il a supprimé le deuxième 2, mais par contre, il n'a pas touché au premier 2. Et ça, c'est un problème. Mais c'est un problème qui est inévitable parce qu'on a utilisé la fonction EraseAfter qui prend en paramètre un maillon. Et comme le premier maillon n'est pas après un autre maillon, EraseAfter ne peut évidemment pas la supprimer. Donc ça, c'est un gros défaut de l'approche qu'on a jusqu'à présent. C'est qu'on ne peut pas utiliser EraseAfter. Enfin, on peut utiliser EraseAfter pour effacer tous les maillons, mais pas pour effacer le premier. Et donc, on a une inégalité de traitement ici qui est gênante. Alors, on pourrait réécrire les choses en testant est-ce que c'est le premier. Si c'est le premier, on fait plutôt un pop front. Et sinon, on fait des EraseAfter. Mais c'est assez gênant comme solution. Du coup, on préfère réécrire liste simple. Et on va le réécrire pour qu'il y ait un maillon devant le premier maillon. Alors, ce maillon n'a pas besoin de stocker d'éléments. Il n'a pas besoin de stocker valeur. Donc éventuellement, on peut lui donner une structure alternative qui serait un maillon vide, qui aurait juste un pointeur vers l'élément suivant. Si ça pose problème, on peut aussi utiliser un maillon normal et ne pas utiliser la valeur qui est stockée. Donc notre liste, elle ressemble plutôt à cela. On a donc l'élément qu'on stocke dans la liste simple, ce sera un pointeur vers un maillon vide ou un maillon vide, et donc ce sera avant-premier. Et cet avant-premier, donc il pointe vers un maillon vide, donc il n'y a pas de valeur stockée dans ce premier maillon, mais essentiellement ce qu'il stocke, c'est un pointeur vers le deuxième maillon qui en fait correspond à ce qui était précédemment le premier. Alors, ça change quoi? Eh bien, si on réécrit notre classe liste simple, donc on l'initialise avec avant-premier qui vaut un maillon vide, alors quand la liste est vide, le maillon vide pointe vers un pointeur nul. Mais on a quand même même une liste simple vide, elle aura un maillon vide présent. Simplement, le pointeur suivant du maillon vide sera nul. Et puis, on peut réécrire toutes nos fonctions. Alors, insert after et erase after restent pareils. Par contre, maintenant, push front et pop front, on peut les mettre en œuvre en utilisant insert after de avant-premier et erase after de avant-premier également. Donc, on peut supprimer le premier élément ou insérer en tête en utilisant les fonctions insert after et erase after parce qu'on a un élément qui vient avant, on a un maillon qui est avant le premier. Alors, pour pouvoir itérer sur cette liste simple, il faut pouvoir renvoyer la valeur qu'il y a avant le premier. Et donc, typiquement, on va écrire une fonction avant-début qui nous renvoie ce pointeur vers avant-premier. La fonction début, elle, renvoie l'élément suivant, simplement. Alors, j'ai écrit suivant de L avant-premier, j'aurais pu écrire suivant de avant-début de L, ce serait pareil. Grâce à cette fonction avant-début, on va pouvoir réécrire correctement notre fonction supprimer valeur. Donc, on va avoir deux pointeurs sur les maillons qui avancent, deux pointeurs de maillons qui avancent. Un qu'on appelle prec pour précédent, et puis m qui est l'élément courant, et qui donc suit le précédent. Donc m commence au début de la liste, et prec commence un emplacement devant le début de la liste. Et puis, tant que m, qui est notre élément courant, n'est pas arrivé à la fin de la liste, on le met égal au suivant du précédent. Et puis, tant qu'il n'est pas à la fin, on lit la valeur. Si elle correspond à la valeur qu'on veut effacer, on l'efface. On efface en utilisant la fonction EraseAfter qui prend en paramètre le maillon précédent. Et sinon, on fait avancer notre maillon précédent.
Et en faisant cela, à l'itération suivante, on fera avancer m. Si on teste ce code, eh bien, si on appelle supprimer valeur, eh bien, on va bien réussir à supprimer la première valeur. Donc c'était le but. En commençant notre itération depuis avant début plutôt que depuis début, on est capable d'utiliser EraseAfter pour supprimer tous les éléments et pas simplement tous les éléments à partir du deuxième. Alors une petite note sur la mise en œuvre de ce genre de choses en C++, ce n'est pas trivial du tout. Si on veut vraiment utiliser une structure maillon vide, c'est possible. Mais alors la technique classique consiste à faire hériter la structure maillon de la structure maillon vide. Maillon vide a comme seul attribut suivant, et le maillon a l'attribut dont il hérite de maillon vide, donc suivant, et l'attribut valide. Et puis, si on veut aller lire dans un maillon, mais qu'on reçoit un maillon vide, un pointeur sur un maillon vide en entrée, on est obligé de le réinterpréter en le castant en maillon. Alors, ce sont des notions un peu compliquées qui font clairement, qui font appel à l'héritage. Et du coup, on ne le fera pas dans le cadre d'ASD1 parce que vous n'avez pas encore vu la notion d'héritage. Ce sont clairement des notions que vous verrez plutôt typiquement en PO2 pour les IL. Alors la deuxième étape pour continuer à cacher les détails d'implémentation de notre liste simple, ça consiste à cacher complètement la structure maillon. Alors pour le moment ce n'est pas possible parce que notre structure maillon c'est ce qu'on utilise pour toutes nos interfaces. Quand on fait un insert after ou un erase after, le paramètre qu'on passe c'est un maillon. Alors si on veut le cacher, il va falloir passer autre chose qu'un maillon en paramètre. Et donc c'est ça notre but, c'est qu'aucune méthode de liste simple n'utilise de pointeur vers un maillon en paramètre. Pour ça, on va devoir créer une classe itérateur. Alors cette classe itérateur, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle va donc cacher le type maillon, et pour cela, elle va en faire un attribut privé de la classe itérateur. Donc on a un attribut privé m qui est un pointeur vers un maillon. Et puis on va mettre en œuvre toute une série d'opérateurs, qui passe au maillon suivant. L'étoile qui retourne, alors typiquement une référence vers la valeur pointée par le maillon. Alors c'est la manière de C++ de faire, sinon vous pourriez écrire une fonction lire, une fonction écrire éventuellement. Et puis la notion d'égalité et de différence pour pouvoir comparer plusieurs itérateurs. Une fois que nous avons écrit cette classe itérateur, nous pourrons l'utiliser pour redéfinir l'interface de notre classe liste simple. Nous aurons des méthodes before begin, begin et end qui correspondent à avant début, début et fin, simplement qui nous renvoient un itérateur sur ces maillons-là, plutôt que le maillon lui-même. Et en même temps, notre fonction liste simple, alors il y avait deux fonctions qui utilisaient des maillons en paramètres, c'était insertAfter et EraseAfter, et maintenant elles prendront des itérateurs en paramètres, et elles appelleront simplement les fonctions insérées après et supprimées après de la vidéo précédente, en leur passant le maillon de l'itérateur correspondant en paramètres. L'intérêt de définir ces classes itérateurs, ce n'est pas simplement d'améliorer l'encapsulation de notre classe liste simple, mais c'est aussi que ça nous permet d'offrir un niveau de généralité plus fort. Notamment, on pourrait imaginer de réécrire notre classe tableau pour que notre classe tableau fonctionne également avec des itérateurs. Dans ce cas-là, l'itérateur ne stockerait pas un maillon, mais bien l'adresse de l'élément sur lequel il est en train d'itérer. Et la méthode ++, elle avancerait de la taille d'un élément pour aller jusqu'à l'adresse suivante. Du coup, les méthodes begin et end pour naviguer sur notre tableau renverraient simplement un itérateur vers le pointeur du début des données et un itérateur vers le pointeur de la fin des données, donc de data plus taille fois la taille des éléments de type T. Et enfin, il faudrait réécrire notre classe tableau pour que l'insertion et la suppression, qui sont les deux méthodes qui prennent en entrée un indice, donc un élément particulier, le fassent en prenant un itérateur sur un des éléments à la place. Alors ce sont toutes des choses qui sont disponibles, notamment dans la STL, mais fondamentalement, c'est pas plus compliqué à écrire que cela. Il faut essentiellement écrire une classe itérateur. L'itérateur sur un tableau
stocke comme attribut privé l'adresse d'un élément, et l'itérateur sur une liste stocke comme attribut privé l'adresse d'un maillon. Et c'est tout. Alors juste une petite note sur la mise en œuvre en pratique en C++. Alors si on veut vraiment mettre en œuvre un itérateur de liste simplement enchaîné, similaire à ceux que la STL fournit pour la classe Standard Forward List, alors il faudrait hériter de Standard Iterator de Forward List Tag T, mettre en œuvre les deux opérateurs plus, donc le préfixe et le postfixe, l'opérateur d'égalité, l'opérateur de différence et l'opérateur de déréférencement. Et puis par ailleurs, il faudrait mettre en œuvre deux itérateurs, un itérateur et un const itérateur, qui diffèrent essentiellement sur la manière dont fonctionne l'opérateur de déréférencement avec l'étoile. Donc un const itérateur vous renvoie une const référence, alors que l'itérateur vous renvoie une référence que vous pouvez donc modifier. Par ailleurs, il faut être capable de convertir un itérateur en const itérateur, mais pas le contraire, etc. Alors, ce sont des notions qui sont un tout petit peu trop compliquées au niveau de l'organisation des objets, d'héritage et tout ça, et donc que nous n'allons pas voir en détail ici dans ce cours. Vous les verrez de nouveau plus tard dans le cadre du cours de PO2. Ce qui est important ici, et ce qu'on essaiera de retenir, c'est cette notion d'itération, d'être capable sur toutes nos structures linéaires de partir du premier élément, passer à l'élément suivant, etc., jusqu'au dernier élément, et tout cela de manière symbolique, avec au moins des fonctions début, fin et suivant. Et que dans ce cadre-là, la liste simplement enchaînée est assez particulière parce que ce sera la seule qui a besoin de fournir un itérateur vers l'élément avant début. Donc before begin pour le C++. Parce que l'insertion et la suppression se font avec des fonctions insérées après ou supprimées après, insert after ou erase after en C++.